Donc voyons maintenant ce qu'on a après. Donc après cet exemple 25. Donc à partir de l'exemple 25, on pourrait penser que le comportement non monotone de l'inférence est dû au fait. Alors oui, voilà, c'est ça. C'était l'exemple 25, il était là pour montrer la non-monotonie des opérateurs, dans le sens où euh, on, quand on démarre avec un programme qui est PM, et on obtient le fait que RA est à la fois une conséquence brave, courageuse, et une conséquence précautionneuse du programme. Et quand on ajoute un fait supplémentaire, c'est-à-dire Q de A, on obtient que le même RA n'est plus ni conséquence courageuse ni conséquence précautionneuse du programme obtenu, du programme augmenté avec PA, avec QA, pardon. Et donc, c'est bien que être une conséquence courageuse ou être une conséquence précautionneuse, c'est pas monotone. Et donc, on revient sur ce point. Donc, on pourrait croire que le comportement non monotone de l'inférence est dû au fait qu'on a ajouté un fait, ici c'est QA, qui était manquant avant. On n'avait pas avant. Mais que ça ne serait pas arrivé, ça n'arriverait pas si le fait était déjà une conséquence. C'est-à-dire que si jamais on avait ajouté un fait conséquence de ce qu'on avait avant, en fait, ça n'arriverait pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'inférence satisfait euh, la propriété de monotonie précautionneuse, qui est de dire quoi? Qui est de dire euh, voilà, qui est de dire A, qui est de dire si A est une conséquence, par exemple, courageuse de P, et si B est une autre conséquence courageuse de P, alors quand on ajoute A, quand on fait l'hypothèse que A est un fait, et qu'on le rajoute à P, alors on garde le fait que B est une conséquence courageuse de P union A. Le fait que B est une conséquence courageuse de P union A. Et ça marche pareil avec les conséquences, la relation de conséquences précautionneuses. Donc cette propriété est remplie d'une manière évidente par l'inférence classique implique, à la place de implique être une conséquence courageuse ou être une conséquence précautionneuse. Cependant, en fait, c'est une propriété qui n'est pas vérifiée pour le raisonnement précautionneux selon la sémantique des modèles stables. Et donc ça, c'est la proposition c'est la proposition 2 qui nous le dit. Alors, je voudrais bien pouvoir surligner en rouge. Voilà. La proposition 2 nous dit quoi? Nous dit, en général, si j'ai A est une conséquence précautionneuse de P et B est une conséquence précautionneuse de P, alors en général, on ne peut pas déduire de ça que B est une conséquence précautionneuse de P union A. En fait, alors il n'y a pas de démo, mais il y a peut-être quelques éléments de démonstration maintenant. Donc en fait, la propriété échoue même, même si P a un seul modèle stable. Par exemple, considérons le programme suivant. Donc si on a note C qui implique B, note B qui implique C, note A qui implique A et B qui implique A. Donc ce programme a un seul modèle stable M qui est égal à AB. Ok, on va les croire sur parole, on ne va pas refaire le travail. Et donc, en supposant qu'il n'y a effectivement qu'un seul modèle stable AB,
A est une conséquence précautionneuse de P, pourquoi? Ben parce que quel que soit le modèle stable, et là il n'y en a qu'un, A appartient à tous les modèles stables, et il appartient en fait à l'unique modèle stable, donc effectivement c'est une conséquence précautionneuse de P. B, c'est la même chose. Et par contre, quand on rajoute A en tant que fait dans le programme, et qu'on parle donc du programme P union A, on a un autre modèle stable qui apparaît, et c'est AC, ce qui fait que en fait B n'est plus une conséquence précautionneuse de P union A parce que il n'apparaît pas dans tous les modèles stables. Il n'apparaît pas, en l'occurrence, dans le modèle stable NAC. Et donc la propriété est vraie, mais seulement pour le raisonnement courageux, le brave reasoning. Donc similairement, euh, une autre propriété qui est la propriété plus forte de cumulativité échoue aussi. Alors c'est quoi cette propriété de cumulativité? Alors je vais peut-être mettre en bleu euh, la propriété voilà, de monotonie précautionneuse et aussi mettre en bleu la propriété de cumulativité. Donc la propriété de cumulativité nous dit si A est une conséquence courageuse de P, alors B est une conséquence courageuse de P aussi, si et seulement si P union A, si et seulement si B est une conséquence courageuse de P union A. Et ça marche, voilà. Et donc ça, c'est exprimé pour l'opérateur de conséquence courageuse. Et évidemment, on pourrait imaginer que ça marche aussi pour l'opérateur de conséquence précautionneuse. Alors, qu'est-ce que nous dit cette propriété de cumulativité? Elle nous dit que en ajoutant des conséquences comme lemme, on pourrait changer l'ensemble. Ah oui, non. La cumulativité nous dit euh, nous dit que si on prend une conséquence, par exemple ici courageuse, et qu'on en fait un lemme, c'est-à-dire qu'on le met on augmente le programme avec ce fait-là, alors ça change pas les autres conséquences. C'est ça la cumulativité. Et là, le fait que la cumulativité ne soit pas vraie, ça voudrait dire qu'en ajoutant donc des conséquences comme lemme, on pourrait éventuellement changer l'ensemble des conclusions qui peut être inféré. Okay, ce qui n'est pas le cas hein, avec la logique du premier ordre, la relation d'implication en logique du premier ordre classique. Bah oui, c'est pas parce que on se dit que on a trouvé une conséquence et que du coup on considère que cette conséquence-là maintenant fait partie de nos hypothèses, enfin, de notre théorie de départ, que ça va changer quoi que ce soit. Voilà. Donc en fait, cette propriété de cumulativité, elle échoue aussi pour donc si je comprends bien, elle échoue pour le raisonnement précautionneux, mais elle échoue aussi pour le raisonnement courageux. Et donc c'est en fait les exemples au-dessus qui le montrent. Tout simplement, dans l'exemple précédent, on avait une conséquence euh, alors dans l'exemple précédent, oui c'est ça. Oui, c'est ça. Dans l'exemple précédent, ici,
on ajoute A, on part d'un programme P. Alors, je vais changer de... Je vais changer de couleur. Voilà, on part d'un programme P, de ce programme-là. Et on déduit que A et B sont des conséquences précautionneuses. Donc là, on est sur la relation de conséquences précautionneuses. On ajoute A à P. Et alors, déjà, on obtient que B n'est plus une conséquence précautionneuse, ok, mais bon. Mais surtout, on obtient, ou alors non, on va pas le faire avec les conséquences précautionneuses parce que ça marche pas très bien, mais plutôt avec les conséquences courageuses. Donc avec les conséquences courageuses, on a A qui est dans un modèle stable, donc c'est une conséquence courageuse, et B aussi, de la même façon. Et on rajoute A à P, donc on étudie maintenant P union A, et on obtient cette fois-ci deux modèles qui sont toujours le même, deux modèles stables, donc M toujours, et un nouveau modèle stable qui est N. Or, là, on a on remarque que du coup, C, qui n'était pas une conséquence ni courageuse ni précautionneuse précédemment, devient une conséquence courageuse, puisqu'il y a un modèle stable qui contient C maintenant. C'est ce qu'on a ici. C est une conséquence courageuse de P union A. Et cependant, précédemment, pardon, C n'était pas une conséquence ni courageuse ni précautionneuse. On n'avait pas B est une conséquence courageuse de P. Donc la propriété de cumulativité, euh, qui est une équivalence, hein, n'est pas vérifiée. Puisqu'il faudrait que B ait été préalablement dans P une conséquence, en l'occurrence dans notre exemple, il eût fallu que C eût été une conséquence courageuse de P au préalable. Donc en conclusion, euh, il faut il faut faire très attention. Euh, quand on discute de la façon de comment les règles dans un programme peuvent permettre de calculer des valeurs de vérité pour des atomes sous la sémantique des modèles stables. Le fait que la propriété de cumulativité échoue, le fait que la propriété de monotonie précautionneuse échoue pour la relation de conséquences précautionneuses, voilà, et il faut faire attention en fait à ce qu'on utilise quand on veut savoir un peu comment évolue, quelles sont déjà les valeurs de vérité donc des atomes pour un modèle stable ou avec la sémantique des modèles stables, et puis comment ça évolue aussi quand le programme évolue. Donc, aussi longtemps donc, que les atomes ne dépendent pas de négation à travers des cycles, donc en fait, euh, quand on s'intéresse juste à la partie un peu stratifiée finalement du programme, qu'on pourrait stratifier dans le programme, euh, l'ajout d'atomes qui sont calculés comme vrais en tant que fait ne change pas la sémantique. Ok, mais en fait, bon, il faut faire quand même attention aussi. Heureusement, ça peut être généralisé à des contextes où le programme peut être divisé en une partie haute et une partie basse, où la partie basse, finalement, fournit des entrées à la partie haute de manière modulaire. Donc, voilà. Et dans d'autres cas, on doit examiner de manière précautionneuse les effets de l'ajout d'atomes.
de manière un peu infondée, comme des faits. Donc voilà, ce dernier point, c'était vraiment pour dire, bon, faut faire attention. En gros, si jamais, de ce que je comprends, hein, si jamais il y a une partie qu'on peut stratifier, en quelque sorte, alors ça va se comporter probablement pas mal. Donc les propriétés qu'on connaît la relation d'implication en inférence classique, a priori, seront respectées. Mais après, il peut y avoir toute une partie plus compliquée à traiter. Ouais, donc faire attention à ça. La sémantique des modèles stables ne se comporte pas ne se comporte pas forcément comme au niveau de la valeur de vérité des atomes clos, comme la sémantique classique.